Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. La fabrication des batteries et voitures électriques, c'est possible en République démocratique du Congo grâce à ces minerais stratégiques, les cobalt et les lithium. Le président de la République en a fait mention lors du forum DRC Africa Business qui a démarré aujourd'hui à Kinshasa. Autre titre d'actualité, c'est tête-à-tête entre les cardinals Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, et le président de deux chambres du Parlement congolais, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale, ainsi que le Premier ministre. Le prétendu conflit entre l'État et l'Église a été balayé du revers de la main. Vous suivrez dans ce journal les cardinals Fridolin Ambongo. À toutes et à tous, bienvenue. DRC Africa Business Forum 2021 a ouvert ses portes aujourd'hui à Kinshasa. Le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de son homologue zambien Hakainde Hichilema. La RDC est au cœur de tous les enjeux à ces assises de 2 jours, soit du 24 au 25 novembre. La fabrication des batteries ainsi que des voitures électriques grâce à son cobalt et son lithium, des minerais stratégiques, nous dit Blandine Nzovo. C'est un rendez-vous économique d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo en tant que pays organisateur et pour les autres États partenaires. À travers les assises dénommées DRC Africa Business Forum, des chefs d'État et des gouvernements des pays africains et des multinationales réfléchissent sur comment développer une chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres. De la rhétorique abondante, mais riche en révélations et engagements des États d'Afrique qui sont désormais déterminés à changer le paradigme et jouer véritablement leur rôle dans le développement de la chaîne de valeur, dans le processus d'extraction, de transformation et d'exportation de ces minerais stratégiques utilisés dans la fabrication des batteries électriques. Dans son mot d'ouverture devant l'auguste assemblée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en exergue les révélations issues de l'étude menée par Bloomberg qui soutient une étude comparative, confirmant que l'Afrique regorge de son sous-sol plus de 60 types de minerais, dont le 1/3 se trouve en République démocratique du Congo, ce qui est susceptible de promouvoir une industrialisation axée sur les ressources naturelles. Dans le concret, il est à noter que d'ici 2030, le continent africain sera face à une demande de 145 millions de voitures électriques. Le taux de demande de cobalt sur le marché est actuellement situé entre 120 000 et 130 000 tonnes l'an, chiffre qui pourra doubler dans 5 ans. Le président de la République démocratique du Congo, également président en exercice de l'Union africaine, plaide pour une synergie d'efforts des pays africains en vue de renverser la tendance et refuser de continuer à exporter nos minerais à l'état brut. DRC Africa Business Forum se fixe comme objectif d'améliorer la participation des pays africains dans la chaîne de valeur des batteries, voitures électriques et énergies propres afin d'impacter significativement le train de vie des Congolais et des ressortissants d'autres pays africains en créant des emplois décents et stables. Loin d'être une figure de style, l'avenir du monde se trouve en Afrique car Dieu a doté le sous-sol africain d'extraordinaires richesses et la RDC en est une illustration plausible. Plusieurs personnalités des pays africains et représentants des multinationales ainsi que des institutions financières de renommée internationale ont fait le déplacement de la RDC. La Zambie, représentée au plus haut sommet par son président Hakainde Hichilema. Le Gabon, le Maroc également présents à travers leurs ministres de commerce et de l'industrie. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique accompagne ce forum dans la mobilisation des partenaires. Et juste après, quelques participants se sont exprimés à l'issue de cette cérémonie d'ouverture, notamment sur les différentes opportunités. Nous les suivons. On les exploite, mais ne profitent pas vraiment à la population. On les prend, on les exporte à l'état brut, sans pour autant que l'RDC puisse réellement en bénéficier. Et au jour d'aujourd'hui, avec cette bonne idée qu'a lancée son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'RDC va bénéficier des grandes innovations au sein du pays.
il y aura beaucoup d'industries qui seront installées dans le pays pour exploiter correctement nos minéraux, notamment les cobaltes. Et quand on va commencer à les travailler, ça va créer des emplois. Et les emplois, ça réduit le chômage. Et quand les gens travaillent, ils doivent aussi payer les impôts. Et vous verrez très bien que l'RDC aura à avoir les moyens pour faire réellement sa politique. Vous voyez que les cobaltes, dont la valeur était discutée à l'étranger, mais ça va commencer à se négocier dans les pays. Tous les pays étrangers viendront en RDC pour créer des industries. Et créer des industries, ce sont les emplois qui seront créés. Et quand on crée les emplois, le chômage diminue et les pays prennent l'ascenseur développement. À ce stade du journal, nous recevons le directeur général d'une banque commerciale, Célestin Moukeba. Il est directeur général de Equity BCDC. Bonsoir. Bonsoir, M. Oscar. Et bienvenue sur ce plateau. Première question, vous venez nous annoncer donc une mission commerciale RDC-Kenya. Comment ça va se passer en RDC? Merci beaucoup, M. Oscar. Je pense c'est important. Le message que je viens d'apporter aujourd'hui, c'est annoncer cette mission commerciale qui va se dérouler du 29 novembre au 13 décembre. Cette mission ramène 200 investisseurs kenyans qui arrivent en République démocratique du Congo. La cérémonie de lancement sera augurée par la haute instance du pays et les différentes autorités qui sont impliquées. C'est à l'issue de l'accord signé en avril entre les deux chefs d'État des deux pays, vous voulez parler de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Uhuru Kenyatta, que l'impulsion a été donnée pour mobiliser toutes les forces africaines pour impulser les dynamiques de développement. Et c'est à l'issue de ces accords signés que le groupe Equity Holding, qui est un groupe basé au Kenya, avec à peu près 12 milliards de total actifs, à 12 milliards de dollars américains. De dollars américains, comme l'enveloppe, la taille de l'institution, a mobilisé les investisseurs kenyans pour venir rencontrer les autres hommes d'affaires de la République démocratique du Congo afin de dégager une synergie de développement. Une synergie de développement, vous l'avez dit, mais oui. Ça va se passer comment concrètement? Vous avez annoncé les travaux du 30 novembre au 13 décembre de l'année en cours. Ça va se passer comment? C'est seulement Kinshasa qui est concerné? Ces assises vont se dérouler dans 4 villes à travers le pays. Donc on parle de Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Mbujimayi qui sera au centre du pays. Donc ces assises vont se dérouler en 4 phases. Ça commence par Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Mbujimayi. Et que faire pour y prendre part? Dernière question avant de nous séparer. Pour y prendre part, s'approcher de la banque. Les annonces, les affiches sont déjà lancées. S'approcher de la banque pour avoir plus d'informations. Mais les invitations sont déjà lancées. Nous invitons tous les entrepreneurs à venir parce qu'il y aura des expositions au Pullman et à Kempinski Hotel. Merci beaucoup Célestin Moukeba. Je rappelle que vous êtes directeur général de Equity BCDC, une banque commerciale basée en RDC. Merci d'être venu. Merci. Le cardinal Fridolin Ambongo était face au président de l'Assemblée nationale, du Sénat, ainsi que face au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, une rencontre qui a dissipé les rumeurs sur les prétendus conflits entre l'Église et l'État. Reportage Sandra Nyangitabou. Il n'y a aucun nuage entre l'Église catholique et le pouvoir en place. C'est ce qu'a déclaré le cardinal Ambongo à l'issue des échanges qu'il a eus avec les principaux animateurs des institutions de la République démocratique du Congo dans sa résidence de Kinshasa, mardi, tard dans la soirée. Pendant cette rencontre de plus de 2 heures avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et celui du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, ainsi que le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, François Béa, toutes les questions d'actualité et l'état des relations entre l'Église et l'État congolais étaient évoquées. Au sortir de cette audience, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que cette rencontre vient de couper court aux rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux et dans les rues faisant état de la détérioration des relations entre le pouvoir en place et l'Église catholique. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal.
Nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et les cardinals en particulier. Il n'y en a pas. Nous sommes venus clarifier ces différents points et tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous allons continuer à collaborer avec l'Église comme pouvoir, comme Église. Nous allons continuer à collaborer pour le bien-être de notre population. L'archevêque métropolitain de Kinshasa s'est dit à son tour honoré par cette visite des chefs des corps. L'État et l'Église catholique doivent repartir sur des nouvelles bases, a-t-il soutenu. D'abord, je suis très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs et les principaux corps de notre pays, les piliers de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, les grands conseillers du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Je me sens tellement honoré de le recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur le cardinal. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. L'Église comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. Et nous espérons que, à partir de maintenant, nous repartons sur de bases nouvelles. Toutes les personnalités présentes à cette rencontre ont émis le vœu de voir ces rencontres devenir régulières entre l'État et l'Église. Ils se sont rencontrés pour évaluer la situation humanitaire dans la partie est de la RDC, surtout la situation des déplacés internes. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kyenge a échangé aujourd'hui avec les partenaires humanitaires, une rencontre à laquelle il a associé les ministres des Affaires sociales Modeste Mutinga. Pati Tondongo. Valider les chiffres pour assistance humanitaire en République démocratique du Congo pour l'année 2022 et évaluer les pactes de collaboration de l'année 2021 avec les gouvernements, il ressort de la réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kyenge a eu avec les partenaires humanitaires que le nombre de déplacés est chiffré à plus ou moins 5 millions et de détournés à 2 700 000. À cela s'ajoute l'insécurité alimentaire. Face à ces tableaux sombres, les chefs de l'exécutif national ne pouvaient pas croiser les bras. Que faut-il faire pour rendre ces tableaux reluisants? Raison d'être de la rencontre entre Jean-Michel Samalou Koundé-Kyenge et les partenaires humanitaires. Le tableau est clair dans la mesure où on peut relever un nombre impressionnant de déplacés. Ce même tableau noir indique près de 27 millions de Congolaises et Congolais qui souffrent de l'insécurité alimentaire, près de 6 millions d'enfants qui souffrent de la malnutrition. En toute responsabilité, le Premier ministre ne veut pas rester tranquille face à un tableau aussi sombre. Nous avons passé en revue toutes les possibilités qu'il faudrait mettre en œuvre pour résoudre cette question imminente. Dans les jours et les mois qui viennent, des solutions vont être trouvées, mais assez rapidement. Nous avons eu un échange très riche avec son Excellence le Premier ministre, mais aussi avec le ministre des Actions humanitaires. Le coordonnateur des actions humanitaires a rassuré les gouvernements de l'accompagnement des partenaires de la République démocratique du Congo.
Où en est-on avec la mise en œuvre de la zone des libre-échanges économiques continentales africaines? Le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga vient de représenter le chef de l'État au 21e sommet du COMESA organisé en Égypte pour évaluer les avancées. Une Afrique unie, paisible et prospère. Tel est le credo de ce 21e sommet du COMESA auquel prennent part les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de cette organisation sous-régionale. La RDC a eu une voix délibérative à travers Maître Didier Manzenga Mukanzu, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et président en exercice de l'Union africaine. Après avoir remercié le président du Madagascar et président en exercice de la conférence du COMESA, Andry Rajoelina, pour son fructueux mandat, et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, hôte du sommet, le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga Mukanzu, s'est apaisanti sur le rôle joué par la RDC dans la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. C'est cette ville qui a accueilli la naissance de la zone de libre-échange. Le sommet de l'Union africaine a formellement félicité les trois communautés économiques régionales pour ces réalisations de nature à contribuer à l'accélération de l'intégration continentale. Son chapitre de division du travail par les États membres, l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Cette grand-messe s'est déroulée en la salle de conférence du building Résilience, non loin du Caire. Les bâtiments abritant la Codeco va bientôt faire peau neuve. La maquette a été présentée à la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kainda Maïna, qui séjourne actuellement en Afrique du Sud. Plus d'infos avec nos envoyés spéciaux Angèle Mabiala et Eline Toumba. La ministre d'État en charge du portefeuille se vit présenter la maquette qui va servir de réhabilitation de l'immeuble de la Cadeco. De la façade extérieure au toit en passant par le bâtiment et les sous-sols, tout doit être passé au peigne fin. Deux questions ont été posées pour avoir la lumière sur ce qui devra réellement se passer et combien de temps faudra-t-il mettre pour réhabiliter la Cadeco de fond en comble. Les ingénieurs sud-africains ont éclairé la lanterne de la délégation congolaise qui n'attend que le début des travaux. Le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adel Kainda Maïna, s'est dit satisfaite de la volonté des investisseurs sud-africains à contribuer à la restructuration profonde de la Cadeco. Avec ces partenariats, on doit offrir à la Cadeco, donc la Caisse d'épargne du Congo, un cadre décent du travail pour que le personnel puisse donner le meilleur d'eux-mêmes et puisse rendre de meilleurs services. Et ça sera aussi un mobile. Le cadre et le système qui sera imprimé doit motiver le peuple à devoir procéder à cette épargne. Nous allons passer au contrat par objectif. Ce qui veut dire que dès que nous y mettons au travail et vous êtes déjà le bienvenu pour le début des travaux. Les travaux de la Cadeco se feront en un temps record, mais les techniciens sud-africains souhaiteraient que la Cadeco soit délocalisée pendant toute la durée de travaux, qu'elle continue de fonctionner. Depuis 100 tonnes, Elie Toumba, Angèle Mabiala Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Retour à Kinshasa, nous allons nous rendre cette fois-ci en Côte d'Ivoire, le 15e symposium annuel de l'Institut électoral pour une démocratie durable et sans sigle s'est refermé hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Parmi les participants, le président de la CENI, Denis Kadima, a rendu les tabliers au nouveau président de l'EISA, Teti Samba. Plus de 20 ans d'expérience à la commande de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, EISA, Denis Kadima Kazadi passe le bâton à Bédessou Soukolg, nouvel animateur de cette institution panafricaine. C'était au cours du 15e symposium annuel de l'EISA à Abidjan en Côte d'Ivoire, le mardi 23 novembre 2021 sur le thème « Contribuer à des élections crédibles en Afrique par l'amélioration des pratiques de l'observation électorale internationale ». Plusieurs experts électoraux internationaux et responsables des institutions d'appui à la démocratie de différentes régions et sous-régions d'Afrique, dont le président de la centrale électorale de la République démocratique du Congo, Denis Kadima Kazadi, ont pris une part active à ces assises. Dans son
son intervention, Denis Kadima Kazadi, qui a dirigé l'OISA avec succès, a rappelé un certain nombre de faits saillants à l'assistance ayant jalonné le parcours de cette structure. Après plus de 20 ans à AISA, dont j'ai assumé la direction exécutive pendant de longues années, j'ai été désigné pour présider aux destinées de la Commission électorale nationale indépendante de mon pays, la République démocratique du Congo. En endossant ces nouvelles charges, je renonce donc à mes responsabilités exécutives au sein de AISA. C'est donc ici le lieu de vous remercier, chers collègues et partenaires techniques et financiers, pour votre constant appui qui aura permis de hisser AISA où il est aujourd'hui. Un hommage mérité et doublé d'ovations a été rendu à Denis Kadima Kazadi par les participants pour la qualité du travail qu'il a réalisé brillamment. Le président de la centrale électorale a fait ses adieux au terme d'une visite de courtoisie à son homologue ivoirien Koulibaly Kubert. Restons dans le couloir de la CENI. Comment faire participer de manière active les femmes aux élections? Un forum a été ouvert ici à Kinshasa par les représentants du président de la CENI, Denis Kadima. La participation massive des femmes congolaises dans les organes de prise de décision préoccupe au plus haut point les réseaux africains des femmes pour le développement et la communication Femnet. Une préoccupation au centre d'un forum sur les dialogues thématiques avec les parlementaires et l'organe de gestion électorale de la RDC. Forum organisé en collaboration avec Chaloup. L'objectif visé est d'amplifier la sensibilisation des parlementaires nationaux et provinciaux, leurs connaissances et leurs compétences et de devenir plus sensibles à la discrimination fondée sur le sexe dans les processus électoraux et de promouvoir des politiques électorales sensibles au genre. Il faut que la femme puisse s'intéresser et qu'elle soit participante dans la politique, même dans les élections. La représentante du président de la CENI, Mme Seya Moulela, a affirmé l'accompagnement de cette institution d'appui à la démocratie à toute initiative citoyenne touchant l'inclusion dans le processus électoral à travers les différentes activités. Parlant de l'accroissement de la participation politique de la femme, le professeur Ferdinand Kapanga préconise quelques mécanismes. Les partis politiques doivent financer les candidates au même titre que les hommes. Il faut absolument des mécanismes de discrimination positive tels que le siège réservé ainsi que les quotas. Ce sont des mesures provisoires, mais la finalité c'est arriver à la parité. Chaloup, qui a organisé ces forums avec l'appui des Femnet, l'ambassade de Suède et GIZ, veut que la femme congolaise puisse être le symbole de la réussite et du développement intégral de la RDC. Il en sera ainsi dans plusieurs camps militaires de la République, pose de la première pierre pour la construction des cantines modernes au camp colonel Kokolo pour le secrétaire général. À la défense, cette action vise à approvisionner les familles des soldats en produits de première nécessité. Jojon Dipou. Les travaux de construction des cantines militaires modernes ont été lancés. La première pierre a été posée mercredi par le secrétaire général à la Défense nationale, le lieutenant-général Yankole Isidore, représentant le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda. Pour concrétiser la vision du chef de l'État, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pris la décision de collaborer avec le programme d'urgence intégrée de développement communautaire en vue de mutualiser les efforts. La cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire CAPUIDC, qui pilote le projet, l'inscrit dans sa mission de fédérer toutes les actions urgentes du président de la République destinées à améliorer rapidement les conditions de vie de la population congolaise et d'en identifier les approches innovantes d'intervention, d'assurer la mobilisation des fonds nécessaires au plan national et international en vue de la mise en œuvre de ces 10 programmes d'urgence et de ces projets. Nous apportons des cantines modernes, vraiment aux conditions de modernité, où les produits en plus du maïs, en plus du manioc, d'autres produits et tous les vivres, en tout cas élémentaires, dont on a besoin dans des foyers des militaires, vont être ici vendus à prix réduit. Philippe Ngwala Malemba, coordonnateur de cette cellule, qui répond à cette urgence du président de la République, rendre la dignité aux militaires, a rassuré sur la durée des travaux et sur la couverture des camps militaires et policiers, ainsi que les sites universitaires sur l'ensemble du territoire national.
Merci Edith Chala pour ce commentaire. Des prix préférentiels pour les produits et services de santé pour un meilleur accès aux médicaments. Un atelier de réflexion a été organisé conjointement par les ministères de l'économie et celui de la santé. Constance Mananga. Cette restitution des travaux préparatoires des ateliers sur la rationalisation des structures des prix et tarifs des produits et services de santé en RDC rentre dans la mise en œuvre de la vision du président de la République devant assurer les prix réels des produits de première nécessité, particulièrement dans le secteur de la santé. Le processus de rationalisation des prix et tarifs du secteur de la santé que j'ai lancé vise non seulement à aboutir au juste prix dans ce secteur, mais aussi à identifier de manière inclusive et consensuelle les réformes prioritaires à mettre en œuvre en vue de lever ensemble et progressivement toutes les contraintes qui affectent l'accès aux services de santé en RDC. Le ministre de la Santé reconnaît que cette restitution va contribuer aux actions du gouvernement pour l'atteinte des objectifs relatifs à la couverture santé universelle. Les problèmes de santé, en particulier les maladies, sont des freins à tout processus de développement et d'épanouissement des individus. À son tour, le sous-développement aggrave les problèmes de santé, créant un cercle vicieux, maladie, réduction de la productivité, sous-développement. Il faut une structure des coûts abordables et d'exonération pour permettre l'accès aux médicaments de qualité. C'est le souci de Sanrou Asbel qui accompagne les gouvernements dans l'approvisionnement des produits et médicaments dans la lutte contre le paludisme. Quel est le niveau d'exécution de travaux de construction justement des ouvrages de base dans la ville de Mbujimaï, une mission du FPI a évalué sur le terrain les travaux financés dans le cadre du projet présidentiel. Roger Panda. Dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités, des infrastructures de base se construisent à Mbujimaï, notamment les écoles et les hôpitaux. Pour s'en rendre compte, le président du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Constantin Chiombo Kassongo, a inspecté les travaux de construction, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures structurantes dans les Kasaï, accompagné du directeur adjoint du FPI chargé des études et chef d'équipe du projet Grand Kasaï et d'autres membres de la direction générale du FPI le samedi 20 novembre 2021, la délégation conduite par le président du conseil d'administration a entamé sa visite des chantiers de l'école élémentaire du 4 janvier située le long du boulevard Laurent-Désiré Kabila. Sur place, Constantin Chiombo a reçu des explications techniques de l'architecte Moïse Ngoyi Tchakatumba, responsable du bureau d'études et de contrôle de ces programmes présidentiels. Les deux bâtiments à réhabiliter ont désormais une nouvelle toiture. L'intérieur est refait pour permettre aux étudiants d'étudier dans les meilleures conditions. À l'entrée de la concession, le mur du bâtiment de l'étage supérieur sont déjà sortis de terre et s'élèvent progressivement. À l'hôpital général de référence de Kanselé, deuxième étape de la visite, la délégation du PCA du FPI a visité plusieurs bâtiments en cours d'élévation des murs. Les bâtiments administratifs, la salle d'opération, le laboratoire, les bâtiments administratifs, la morgue, les bâtiments de physiothérapie. Il est ici de noter que ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Redynamisation des activités au sein de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, après la disparition de son leader Antoine Gabriel Kyungu Kumwanza, les organes statutaires du parti veulent hisser haut l'étendard de cette formation politique. À l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, l'heure est bel et bien à l'examen des perspectives et autres actions post-mortem de l'autorité morale du parti, feu Antoine Gabriel Kyungu Kumwanza, décédé dernièrement à Luanda en Angola.
L'Assemblée générale du parti, qui a réuni ce mardi 23 novembre 2021 les membres autour du président national intérimaire Oumbalo Ngangue, des 4 vice-présidents nationaux, notamment Magui Sakina Binti Selemani et la députée nationale Mireille Massango, veuve Gabriel Kyungu, ainsi que quelques membres du directoire national, consistait à expliquer aux membres du parti que l'UNAFEC tient à son appui et à son alliance avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du regroupement politique Union sacrée de la nation. Écoutez le président national intérimaire. Nous sommes revenus sur notre ligne de conduite, comme je ne cesse de le dire, c'est-à-dire non seulement pour le président fédéral de Kinshasa, mais tous ceux qui étaient là, parce que nous avions même un représentant du Bas-Congo dans cette réunion, c'est d'insister sur notre action, notre appartenance à l'Union sacrée, ainsi que l'appui, l'alliance que nous avons avec le président de la République. Nous continuons dans ce sens et c'est très fort et on doit toujours insister là-dessus. C'est là dans la ligne de conduite et de la philosophie et des idéaux de l'UNAFEC ainsi que de l'esprit et la lettre de l'Union sacrée de la nation. Un reportage signé Pati Tondwangu Kizunda. Le président de Guinée équatoriale veut briguer un 6e mandat à la tête du pays. Son parti, les PDGE, l'a investi candidat à la tête de la Guinée équatoriale lors des prochaines élections présidentielles. C'était au cours du 7e congrès organisé par ce parti. Parmi les invités, Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'UDPS. C'est le dimanche 21 novembre dans l'après-midi que l'avion transportant le président haï de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le premier vice-président de l'Assemblée nationale congolaise, a foulé le sol guinéen dans la région de Mouni. Après l'atterrissage, le président haï de l'UDPS, Jean-Marc Kabound a été accueilli par une forte délégation des Congolais vivant en Guinée équatoriale qui sont venus témoigner leur appartenance au parti des Sphinx, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Le président haï de l'UDPS est invité à prendre part au 7e congrès national ordinaire du parti politique PDGE, Parti démocrate de Guinée équatoriale. Un congrès, c'est un moment de joie pour un parti politique, un moment où les cadres et les militants se regardent en face pour discuter et définir les nouvelles lignes pour l'avenir de leur parti. Et nous, en tant que parti ami, nous ne pouvons que venir appuyer, célébrer cette grande fête avec le PDGE qui est un parti ami au nôtre. Je crois qu'il totalise 50 ans d'existence. Le nôtre a 40 ans, donc je parle de l'UDPS. Nous sommes des partis amis. En sa qualité de premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound représente également le chef de l'État à ses assises qui s'inscrivent dans le cadre des relations régulières entretenues par les deux formations politiques au pouvoir. Cette dynamique est le... Voilà, mesdames et messieurs, avant de nous séparer, ces communiqués qui nous vient de l'inspection générale de finances à l'intention donc des candidats au concours de recrutement des inspecteurs de finances, organisation du jury oral. L'inspection générale des finances porte à la connaissance des candidats retenus pour l'épreuve orale dans le cadre du recrutement des inspecteurs des finances édition 2021 que ces jurys orales est prévu du 6 au 8 décembre 2021. Les candidats de l'intérieur du pays sont priés de prendre toutes les dispositions utiles pour rejoindre Kinshasa au plus tard le 1er décembre 2021 munis des originaux de leurs titres scolaires et académiques pour des vérifications d'usage selon l'ordre qui sera affiché à l'inspection générale des finances 6 avenue de Forces armées numéro 30 dans la commune de la Gombe ici à Kinshasa, ainsi fait à Kinshasa le 24 novembre 2021 à Linguete Kei Jules, inspecteur général, chef des services. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.